Lorsqu'un membre quitte le Conseil fédéral, la place qui se libère est toujours celle la plus à gauche du pupitre du président, juste à côté de l'entrée. Qui occupera cette place? Quel département dirigera le nouveau membre? La première question est l'affaire de l'Assemblée fédérale. La seconde, celle du Conseil fédéral lui-même. L'élection du Conseil fédéral incombe à l'Assemblée fédérale, à savoir le Conseil national et le Conseil des États réunis. Lors des renouvellements intégraux, les conseillers fédéraux peuvent se représenter. Ils sont le plus souvent réélus. Le Parlement choisit simplement qui siégera dans le collège gouvernemental. Les conseillers fédéraux se répartissent ensuite eux-mêmes les départements. Peu après l'élection, les 6 anciens membres se réunissent avec le nouveau et discutent de la répartition des départements. Formellement, la décision est prise lors de la première séance ordinaire avec le nouveau membre. Les conseillers fédéraux peuvent changer de département. C'est souvent le cas lors d'un remplacement ou d'un renouvellement intégral. Le Parlement choisit parfois de ne pas réélire des conseillers fédéraux. Mais le plus souvent, ce sont les conseillers fédéraux eux-mêmes qui décident de leur départ. C'est à cette occasion que le pupitre tout à gauche se libère. Mercredi matin, 7 heures, au Palais fédéral Ouest, les services de la Chancellerie fédérale apportent la dernière touche à l'ordre du jour de la séance du Conseil fédéral. La séance sera particulièrement chargée, sans objet à traiter. Comment sans objet peuvent-ils être traités en une seule séance? Cela est possible car en amont, l'administration a déjà préparé et en partie prénégocié les objets figurant à l'ordre du jour. Les objets sont classés en différentes catégories. Les affaires incontestées et les réponses aux interventions parlementaires sont rapidement traitées. Les affaires ayant une portée politique plus délicate nécessitent une discussion plus approfondie. Enfin, il existe les affaires confidentielles, dites de la liste verte. À 8h30, les huissiers des conseillers fédéraux arrivent dans la salle du Conseil fédéral. Ils apportent les dossiers de leur chef. Cela fait beaucoup de papier, certes, mais il ne saurait en être autrement pour des raisons de sécurité. En effet, les téléphones portables, les ordinateurs connectés au réseau et les Wi-Fi sont bannis de la salle du Conseil fédéral. Les conseillers fédéraux arrivent à 9h. Ils commencent par prendre le café. Puis ils enchaînent avec leur séance. Elle dure presque 4 heures. Au terme de celle-ci, ils prendront encore le repas de midi ensemble. Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller fédéral. Les conseillers se tutoient en temps normal, mais se vouvoient lors de leur séance hebdomadaire. Cette pratique n'est pas un hasard. En permettant aux conseillers de garder une certaine distance entre les personnes et les objets traités, le vouvoiement prévient les éventuelles tensions et améliore l'efficacité lors des séances. Pourquoi est-ce si important? Parce que de nombreux objets sont délicats sur le plan politique et que les conseillers fédéraux ont plusieurs casquettes. Ils sont membres d'un parti, dirigent un département et forment un gouvernement prenant des décisions de manière collégiale. Le gouvernement suisse fonctionne selon le système de concordance. Les principales forces politiques du pays y sont représentées. Ce système permet d'aboutir à des décisions qui bénéficieront du soutien de la majorité au Parlement et en cas de votation populaire. Les conseillers fédéraux font valoir leur point de vue et leur position lors de leurs séances et travaillent selon une logique de compromis. Une fois une décision prise, chacun défend la position du Conseil fédéral. C'est le principe de collégialité. La collégialité et la concordance sont des piliers du système politique suisse. Pour les préserver, il vaut la peine de renoncer au tu 3 heures par semaine.
Les séances du Conseil fédéral se déroulent en plusieurs langues, en français, en allemand et en italien. La compréhension des autres langues est une condition essentielle. Le plurilinguisme est vécu à la Confédération au niveau de la législation. 3 versions identiques, en français, en allemand et en italien, sont établies pour chaque loi et ordonnance. De nombreux textes sont en outre traduits en romanche. La communication du Conseil fédéral se fait elle aussi toujours en plusieurs langues. À elle toute seule, la chancellerie fédérale, l'état-major du Conseil fédéral, traduit, révise ou rédige plus de 100 000 pages A4 par année, ce qui représente une pile de papier de 12 mètres de haut. Revenons au Conseil fédéral. Lors des pauses, il n'y a pas de règle. Chacun parle dans la langue qu'il veut. De quoi parle-t-il? Souvent de leurs impressions sur les rencontres internationales. Mais entre nous, Federer et Lanati y ont aussi leur place, comme à n'importe quelle pause café. Et là, il n'y a pas d'avis divergent. Forza Svizzera! Allez les Suisses! Hop Schwitz! Voici Helvetia, symbole de la Suisse, qui va nous expliquer comment fonctionne le gouvernement. Le Conseil fédéral tient sa séance hebdomadaire. À l'ordre du jour sont inscrites un grand nombre d'affaires, dont certaines sur lesquelles les membres du gouvernement s'opposent. Rendez-vous compte, chaque année, le Conseil fédéral doit se prononcer sur quelques 2500 affaires. Mais comment fait-il? C'est tout simple. Le Conseil fédéral est bien organisé. En particulier, les affaires qui lui sont soumises ont été examinées au préalable en procédure écrite. D'abord, il y a la consultation des offices. Voilà qui a l'air bien compliqué. En réalité, c'est tout simple et très ingénieux. Prenons un exemple. Imaginons qu'il soit prévu de développer notre réseau ferroviaire. L'Office fédéral compétent au sein du département des transports prépare donc un projet. Il envoie ensuite ce projet à tous les offices fédéraux qui sont concernés par l'affaire. Ces offices peuvent alors proposer des modifications. Dans notre exemple, qui prévoit de développer le rail, les réactions sont forcément nombreuses, parce que le projet coûte très cher, qu'il a des prolongements régionaux, qu'il soulève des questions juridiques, qu'il impacte l'environnement, et on en passe. Voilà, le projet a été adapté. Le département des transports va pouvoir demander le feu vert au Conseil fédéral. Mais l'affaire doit encore franchir un dernier obstacle. Le projet est en effet examiné une seconde fois dans le cadre de la procédure dite de co-rapport. C'est alors au tour des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération de scruter le dossier. Ils peuvent par écrit poser des questions ou demander des modifications. Ils peuvent critiquer le projet ou encore exprimer leur appréciation politique. En d'autres termes, non seulement ils peuvent ici mettre leur grain de sel, mais notre système institutionnel les y invite. Le département compétent répond aux questions et observations qui lui sont adressées. Réunis en séance, les conseillers fédéraux disposent maintenant de tous les éléments du dossier. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l'essentiel et sur les divergences qui les opposent. La préparation des affaires me rappelle un peu les goûteurs de la Rome antique qui étaient chargés de vérifier que les plats destinés à l'empereur n'étaient pas empoisonnés. Bon, évidemment, dans la Berne fédérale, la situation est un peu moins dramatique. Il n'en reste pas moins que tout est fait pour que nos conseillers fédéraux n'attrapent pas une indigestion. Voici Helvetia, symbole de la Suisse, qui va nous expliquer comment fonctionne le gouvernement. Certains pays ont un président, d'autres un premier ministre, parfois même un roi ou une reine. En Suisse, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas qu'une seule personne à la tête de l'État. Notre gouvernement, le Conseil fédéral, est un collège dont les 7 membres sont égaux en droit. Chacun d'entre eux dispose du même droit de parole et du même pouvoir de décision. Le Parlement élit pour 1 an l'un des 7 membres du collège à la présidence de la Confédération. Être président de la Confédération ne donne pas une grande influence. Cela confère en revanche des tâches de représentation. Telle était la volonté de ceux qui ont rédigé la Constitution fédérale en 1848.
Les pères de la Constitution voulaient en effet éviter que le pouvoir ne soit concentré entre les mains d'une seule personne. Mais quel est le rôle du président de la Confédération ? Il dirige les séances du Conseil fédéral tout en continuant à gérer son propre département. Le président de la Confédération représente la Suisse lors de visites à l'étranger ou à l'occasion de manifestations en Suisse. Mais c'est bien le Conseil fédéral en tant que collège qui reste à la tête du pays. Les visites d'État illustrent très bien ce propos. En effet, lorsqu'un chef d'État vient en visite officielle en Suisse, l'ensemble du Conseil fédéral, soit les 7 conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération, se trouvent sur le tapis rouge pour l'accueillir. La présidence de la Confédération apporte certes une petite touche de glamour, mais qui ne dure justement qu'un temps. Chaque année, c'est une autre personne au sein du Conseil fédéral qui y accède. C'est comme une course de relais. La première coureuse porte le témoin pendant un certain temps, avant de le transmettre au coureur suivant, qui le donne au suivant, et ainsi de suite. En fin de compte, on gagne ou on perd en équipe. Il en va de même pour le Conseil fédéral. Voici Helvetia, symbole de la Suisse, qui va nous expliquer comment fonctionne le gouvernement. Nous vivons dans un monde de communication fascinant. Bien plus, nous y participons. Nous échangeons des chats, des posts, des tweets et des photos. En tant que particuliers, nous sommes globalement libres de communiquer comme nous le voulons. Ce n'est évidemment pas le cas du Conseil fédéral, qui doit suivre des règles bien précises dans sa communication. Le Conseil fédéral a l'obligation d'informer la population sur son activité. C'est ce qui lui impose la Constitution fédérale et plusieurs lois. Le Conseil fédéral doit informer de ses décisions de manière active et objective. Il doit aussi indiquer ses motifs et expliquer sa démarche sans rien occulter. Enfin, il doit assumer ses responsabilités en cas d'imprévu. En tant que citoyens, nous devons savoir ce que veut et fait notre gouvernement. C'est particulièrement important dans une démocratie directe. Nous sommes appelés aux urnes 3 ou 4 fois par an pour nous prononcer sur des projets du Conseil fédéral et du Parlement. Or, nous ne pouvons voter que si nous comprenons de quoi ils retournent. On communique sur de multiples objets le jour où le Conseil fédéral se réunit. C'est logique, car il arrive qu'une centaine de dossiers soient traités en une seule séance. Durant la réunion, les communiqués sont diffusés au fur et à mesure. Ils sont souvent accompagnés de dossiers en ligne, d'informations générales et d'infographies. Les sujets les plus importants sont présentés en conférence de presse où les membres du gouvernement répondent aux journalistes. C'est le porte-parole du Conseil fédéral et la chancellerie fédérale qui dirigent la communication du gouvernement avec le concours des 7 départements. Bien entendu, les médias sociaux font partie des moyens de communication du Conseil fédéral. Il y recourt aussi avant un scrutin. L'application Votinfo diffuse des informations officielles sur les votations populaires. Il y a par exemple la brochure rouge envoyée à tous les citoyens et les vidéos explicatives. Oh, voilà que sur Instagram, je tombe sur la photo de 2 conseillers fédéraux. Pas mal. Mais moi, je peux bien sûr faire beaucoup mieux. Qu'est-ce que le fédéralisme ? Lorsque 2 écoliers provenant de cantons différents parlent de leur scolarité, ils constatent rapidement des différences. Le premier suivait déjà des cours d'allemand en 3e année, alors que le second n'a commencé qu'en 5e année. Pour le premier, l'école secondaire a duré 4 ans, pour le second, seulement 3. Le système scolaire est donc différent d'un canton à l'autre. La raison de ces divergences est le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est le partage des responsabilités entre la Confédération, les cantons et les communes. Ces 3 niveaux étatiques possèdent chacun leur propre domaine de responsabilité dans lesquels ils s'acquittent eux-mêmes de leurs tâches. Pour certaines tâches, la Confédération, les cantons et les communes travaillent en collaboration. En principe, la Confédération ne s'occupe que des tâches qui concernent toute la Suisse, comme l'armée ou la monnaie. Les tâches de la Confédération figurent dans la Constitution. Celle-ci doit être approuvée par le peuple et les cantons. Les cantons ont donc leur mot à dire concernant les tâches de la Confédération. Les 26 cantons forment le 2e niveau étatique.
Ils sont autonomes dans un grand nombre de domaines et peuvent également créer des lois. Les cantons sont par exemple responsables de la police ou de l'enseignement. Ils doivent néanmoins se plier à certaines règles. D'après la Constitution, la scolarité de base est ainsi obligatoire et elle est gratuite dans les écoles publiques. Les communes forment le troisième niveau étatique. Chaque commune fait partie d'un des 26 cantons. Les cantons définissent eux-mêmes les tâches de leurs communes qui sont différentes d'un canton à l'autre. En principe, les communes sont responsables de l'organisation sur place. Elles s'occupent par exemple de la construction de nouveaux bâtiments scolaires ou de l'approvisionnement en eau. Les partisans d'un fédéralisme fort estiment qu'il est important que les décisions soient prises là où la population est concernée. En outre, le fédéralisme favorise l'émergence de solutions. Si une commune ou un canton se charge d'une nouvelle tâche et que ces expériences sont positives, d'autres communes ou cantons peuvent reprendre leurs idées. Les opposants à un fédéralisme fort n'apprécient pas qu'une même tâche soit effectuée différemment d'un canton à l'autre. Les différences dans le cadre de l'enseignement des langues étrangères ou du montant des bourses d'études constituent quelques exemples. Discute de ce sujet avec tes amis et informe-toi sur d'autres sujets politiques d'actualité en consultant le site easyvote.ch. Dans le wiki sur le fédéralisme de la Fondation CH, tu peux rédiger toi-même un article sur le système politique de ta commune. La démocratie suisse est un État fédéral. Le pouvoir est donc décentralisé. Le personnel politique est faible, le pouvoir est peu personnifié. La Suisse n'est en fait plus une confédération depuis 1848. Elle continue toutefois à s'appeler elle-même confédération, sans doute par nostalgie. La Suisse est également une démocratie semi-directe. Le peuple est fréquemment appelé à voter. Les votes populaires neutralisent les envies de coup de force du gouvernement ou du Parlement. Parmi les grands principes, le premier est celui du peuple souverain. En Suisse, le peuple est au cœur du pouvoir politique. Il est la suprême autorité, le souverain, et peut avoir le dernier mot sur les décisions politiques. Dès lors, les élections se font à la proportionnelle. Obtenir la majorité en Suisse pour un seul parti, c'est quasiment impossible. C'est très difficile dans un canton, quasiment impossible sur le plan national. En Suisse, il n'existe pas de cour constitutionnelle. Le souverain, c'est-à-dire le peuple, fait office de cour constitutionnelle. Le peuple peut contester toute loi votée par le Parlement. Il peut également décider seul de changer la Constitution. L'idée de concordance, de consensus politique domine en Suisse. La politique en Suisse est l'art de construire des majorités entre partis politiques opposés, ce qui fait que gauche et droite ont des ministres au gouvernement. Deuxième grand principe, le Sonderfall. La Suisse a construit le mythe identitaire fondateur du peuple qui résiste à la tutelle extérieure, celle du Saint-Empire, pour gagner sa liberté. Dès lors, le peuple suisse est certain d'avoir un destin particulier, le Sonderfall. Mais pas seulement. Le peuple suisse est persuadé qu'il ne peut compter que sur sa voix propre, l'Alleingang. Ainsi, la responsabilité individuelle est fortement ancrée dans les mentalités. Elle est inscrite dans la Constitution à l'article 6. L'idée d'adhérer à un pouvoir autre, l'ONU, l'Union européenne, qui se substituerait au souverain a toujours provoqué de vifs débats. La Suisse a adhéré à l'ONU très tardivement, en 2002, à travers une majorité assez courte. Quant à l'Union européenne, l'adhésion est suspendue, elle n'est plus à l'ordre du jour depuis 1992. L'emboîtement. La Suisse compte 26 cantons. Chacun est un État qui a des lois cantonales, des pouvoirs cantonaux, un gouvernement, un parlement, une justice, et des administrations cantonales, une police, un système éducatif, etc. Elle a également de nombreuses communes qui disposent parfois de prérogatives.
La Confédération intervient ad minima pour les enjeux qui sont intercantonaux. Historiquement, la poste, l'armée et le chemin de fer. L'exemple récent, c'est la loi sur les pandémies qui a été adoptée par le peuple en 2012 et qui a été utilisée pour faire face au Covid-19. Autre exemple, la certification de fin d'études secondaire est fédérale. Les voies pour y accéder sont cantonales. L'emboîtement veut que nul pouvoir ne peut contredire un pouvoir supérieur. Une loi cantonale ne peut ainsi pas contredire une loi fédérale. En Suisse, le pouvoir exécutif est collégial. Le pays est dirigé par un gouvernement, le Conseil fédéral, de 7 ministres issus des principaux partis. Le Parlement élit le Conseil fédéral. Le peuple, pourtant le souverain, n'élit que son gouvernement cantonal, les conseils d'État. Représentation des sexes, des partis, clivage ville-campagne, 4 communautés linguistiques, la composition du Conseil fédéral est un exercice délicat qui se place dans une constante recherche d'une majorité du souverain. Voici le gouvernement de 7 membres. La tradition veut que le gouvernement parle d'une seule voix. Qui devient ministre fait parfois campagne contre l'avis de son propre parti. Le gouvernement est très stable. La plupart des ministres restent en poste plus de 10 ans, avec des mandats de 4 ans, ça ferait 3 mandats. Par ancienneté, l'une des ministres devient présidente pendant 1 an. Un primus inter pares, premier entre les pairs, sans pouvoir supérieur par rapport aux autres. La manière dont la séparation des pouvoirs est ritualisée en dit long sur la position des exécutifs dans les pays. Si on prend l'exemple d'un État centralisé au système majoritaire, on a par exemple la France. En France, le président a l'interdiction de pénétrer au Parlement. Ses ministres s'y rendent 1 fois par semaine, le mardi, pour répondre aux questions des élus. Nous avons affaire à un exécutif fort en France. Si on prend un État fédéral avec un système majoritaire, les États-Unis par exemple. Aux États-Unis, le président a l'interdiction de pénétrer au Parlement. Il y est invité 1 fois par an en janvier pour prononcer un discours sur l'état de l'Union, en présence de tous les pouvoirs. Ici, il y a un exécutif faible. Bon, il se croit fort. Le cas d'un État fédéral au système proportionnel, c'est la Suisse. Et en Suisse, le Conseil fédéral, également le président, participe au débat du Parlement, évidemment sans droit de vote. Ici, il y a un exécutif faible. La Suisse a un parlement bicaméral, c'est-à-dire composé de 2 chambres, aux pouvoirs égaux. Le Conseil national, qui est une représentation d'après le poids démographique de chaque canton, Zurich par exemple, a 35 élus, un petit canton, Appenzell, Rhône intérieur, a par exemple 1 seul élu. Mais il y a également le Conseil des États, chaque canton a 2 élus. Une loi n'est adoptée que si les 2 chambres sont d'accord. Particularité suisse, les droits populaires, le droit d'initiative populaire. Le peuple peut changer la constitution. Il faut pour cela 100 000 électeurs et électrices d'accord de soumettre une modification du texte fondateur au souverain. Mais il y a aussi le droit de référendum populaire. Le peuple peut obliger une loi adoptée par le Parlement à être également approuvée par le peuple. Il faut pour cela 50 000 électeurs et électrices signataires. Est-ce que la Suisse est conservatrice? La conséquence des droits populaires sur le Parlement est assez simple. Il devrait y avoir une hésitation à voter une loi visiblement impopulaire. C'est un frein théorique. Récolter autant de signatures est compliqué et seules les grosses organisations le peuvent. Il y a également des innovations qui sont découragées. Le Parlement a une ligne conservatrice et prend beaucoup de temps à étudier un texte. Souvent consulté, le peuple se détourne plus qu'ailleurs des votations et l'abstention est élevée. Prenons un exemple. Quelqu'un qui veut lancer une initiative dispose de 18 mois pour récolter les signatures nécessaires, 100 000 sur le plan fédéral. La récolte de signatures s'achève par un dépôt de cette initiative pour autant que ces signatures aient été récoltées. Elle part donc au Parlement pour étude. Il y a 3 solutions. La proposition peut être jugée sans intérêt, dans ce cas le peuple décide. Deuxième solution. Le Parlement trouve la proposition intéressante, et donc la vote directement. Troisième option. Certains éléments sont bons, alors le Parlement peut proposer un contre-projet ne reprenant que tout ou partie du texte. Dans ce cas,
Le comité d'initiative qui a lancé l'initiative peut décider soit de retirer son initiative parce que le contre-projet lui plaît, ou alors refuse le contre-projet, et donc il y aura une votation sur les deux objets. Votation sur l'initiative et le contre-projet. Quoi qu'il décide de faire, le Parlement ne peut empêcher le vote sur une initiative déposée si ses auteurs veulent que le souverain vote. Conséquence, entre le lancement d'une initiative et son vote, plusieurs années peuvent s'écouler. Cependant, les textes soumis au souverain ont été patiemment préparés.